Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue sur El Maralbia. Quel plaisir de vous retrouver pour ce nouveau numéro de Microscope. Soyez les bienvenus. Merci pour votre fidélité. Je rappelle, vous pouvez retrouver vos programmes sur les réseaux sociaux et la page YouTube de la chaîne. Un peu plus de 2 ans après, donc le verdict est tombé. On va revenir sur le procès, notamment du défunt paix à son âme de Jamel Ben Smaïl. Donc c'était hier au tribunal criminel d'appel auprès de la cour d'Alger. La peine capitale, donc le verdict est tombé à l'encontre de 38 accusés. On va longuement en parler ce soir. Donc 38 accusés condamnés pour homicide volontaire avec préméditation, torture et incitation à la torture, mise en feu volontaire des cultures ayant entraîné la mort de plusieurs personnes. 6 accusés, eux, ont été condamnés à une peine de 20 ans de prison et 23 autres à une peine de prison allant donc de 3 à 10 ans, tandis que 26 autres, eux, ont été acquittés. Alors, rappel des faits, c'est août 2021, précisément le 9 août, les feux se sont déclenchés, près de 70 feux simultanément dans la wilaya, notamment de Tizi Ouzou à Béjaïa, donc la région du nord du pays très touchée, cette région montagneuse de Kabylie. Sans enquête, ni spécialiste, ni expert, très rapidement, les autorités, le régime algérien, notamment le président algérien Abdelmadjid Tebboune ou encore le ministre de l'Intérieur, rapidement le lendemain matin aux alentours de 10 heures, donc ont évoqué donc des incendies qualifiés notamment de criminels, sans ce qu'on a longuement reproché, en tout cas les analystes, les médias comme les nôtres. Comment se fait-il qu'au bout de quelques heures, donc ces 70 feux ont été classés criminels? Alors, près de 250 personnes, dont 53 militaires, ont perdu la vie, des milliers d'hectares, la faune, la flore, malheureusement, les espèces animales domestiques et sauvages qui malheureusement ont fini en cendres. On en verra quelques images en loupe tout à l'heure. Toute la famille algérienne a été meurtrie. On va y revenir ce soir. Au bout de 5 jours seulement, le 13 août 2021, le président algérien a décidé enfin d'accepter l'aide de la France, à savoir donc accès à 2 Canadair, puisque Emmanuel Macron à l'époque avait déjà, au bout de quelques heures, proposé au président algérien son aide, mais Abdelmadjid Tebboune avait refusé pendant donc plusieurs jours, jusqu'à quasiment la fin de ces incendies où beaucoup de personnes ont perdu la vie. Hélas, déjà à l'époque, donc le peuple face à lui-même, comme en 2023 d'ailleurs, on va en parler de ces enseignements, quid de la culpabilité de l'État, c'est aussi le titre de l'émission. Donc 2 ans après, toujours les mêmes drames, des morts, pas de moyens, pas de Canadair, et puis toujours une faune et une flore qui partent en fumée. Et puis un autre drame, quelques heures après, donc c'était le mercredi 11 août 2021, le jeune Jamel Ben Smaïl qui est arrivé donc dans la wilaya de Tizi Ouzou pour donner main forte. Il a quitté sa capitale pour venir en aide notamment aux plus démunis, ceux qui étaient dans le besoin. Il a été donc lynché malheureusement et incendié, donc un crime sans nom. On va en reparler ce soir en fin de journée, notamment à l'Arva Natierethen en Kabylie, devant le commissariat. Il sera extirpé du camion de la police, puis lynché, puis brûlé. Très rapidement, des dizaines de personnes ont été donc arrêtées, mises sous mandat de dépôt. Une grande partie notamment seront exposées devant les caméras sans être entendues ni jugées. Où est la présomption d'innocence déjà à l'époque en Algérie, puisque ce soir aussi on parlera énormément de ce procès de la justice. Très vite, donc le pouvoir affirmera que ces feux donc été commis par la main étrangère, comme le Maroc, ou encore des mouvements et des partis politiques comme le Rachad ou le MAC. Mais on se rend compte que 2 ans après, les incendies ont toujours lieu et ces mouvements notamment ne sont plus évoqués. Donc on va longuement y revenir sur le verdict, la responsabilité, cette main étrangère, qu'en est-elle? Est-ce que ce crime aurait pu être évité? Est-ce que s'il y avait eu notamment la présence de l'État, notamment pour faire face à ces feux, des moyens nécessaires, le crime on aurait pu se passer du crime, pardon. Et puis commission d'enquête internationale. Aujourd'hui, certains demandent qu'une commission d'enquête donc soit ouverte. Et puis ce soir-là, pourquoi est-ce qu'il n'y a pas eu une présence des forces de l'ordre? Pourquoi il n'y a pas eu de tir de sommation? On rappelle donc Jamel Ben Smaïl a été extirpé d'un véhicule de police.
Voilà, il a été extirpé à l'extérieur. On en est toujours ému puisque les images sont toujours assez difficiles. Avec nous pour en parler, Abdelrahim Moussaouer, bonsoir, militant politique, notamment au FFS, enseignant, bonsoir, merci d'être là. Bonsoir Chaban, bonsoir à tous les téléspectateurs de Al-Magharibia, à l'équipe technique et à nos compatriotes qui nous regardent d'Algérie ou d'ailleurs. Merci pour l'invitation. Merci d'être avec nous. Va venir nous rejoindre dans quelques instants. Il est membre de Riposte International, journaliste Bouhalfa Ben Mahmad. Abdelrahim Moussaouer, je vais commencer par vous. D'abord, ce verdict donc est tombé hier, une sentence assez lourde, 38 personnes. Donc, on écoutera quelques réactions des mamans tout à l'heure. Nous n'avons pas les éléments, bien évidemment. Le crime est odieux. Ça, c'est un crime sans nom. On en a longuement parlé, mais on va essayer aujourd'hui d'évoquer un peu, notamment comment, selon vous, comment s'est déroulé ce procès. Pas de débat, pas de réaction. Et puis, encore une fois, malheureusement en Algérie, c'est la question qui se pose aujourd'hui. Et quid de la culpabilité de l'État? D'abord, peut-être avoir une réaction d'un peu plus de 2 ans après. On dit aux Algériens, voilà, c'est réglé. L'affaire de ce jeune Jamel Ben Smaïl a été est conclue par ces verdicts. La lourdeur de la sentence correspond parfaitement à la lourdeur de ces incendies qui ont ravagé la Kabylie il y a 2 ans, donc en mois d'août 2021, sachant que les feux de forêt qu'il y a eu en Kabylie en 2021, quelques semaines avant, c'était à l'est de l'Algérie, donc il y avait Soukharas, il y avait Tbessa, il y avait Khanchla, et donc là il y a eu ces incendies qui ont ravagé des milliers d'hectares, notamment et principalement dans la wilaya Tizi Ouzou et la wilaya de Béjaïa aussi. Si tu me permets, Chaban, en parlant des feux de forêt, comme tu l'as bien cité il y a un instant, ça continue jusqu'à 2023. Aujourd'hui, je pense à tous les habitants de la wilaya de Béjaïa, de la région Sahel notamment. Il y a quelques semaines de cela, c'était Souq el-Tnina ou Qasm el-Bou. Il y a 2-3 jours, des feux ravagent jusqu'à au moment où je te parle, continuent de ravager des localités comme Derguina, Teskeriot, allant jusqu'aux hauteurs d'Aït-Ismaël. Donc je souhaiterais je souhaite un bon courage à tous nos compatriotes qui habitent dans ces localités, ne serait-ce qu'un soutien psychologique, nous sommes avec eux. Et si je reviens à cette affaire des incendies, notamment l'Arba'ana Fiyaraten en 2021, là où il y a eu presque 200 morts, et le 11 août, il y a eu cet assassinat je dirais bien assassinat de Jamel Ben Smaïl, Allah yarhamou. S'il y a quelques qualificatifs à attribuer à ce procès, je peux dire que c'était un procès expéditif. On se pose la question pourquoi une telle rapidité dans la prise de décision. Pourtant, donc, quand il y a des affaires de cette ampleur, dans un pays, dans un état de droit qui se respecte, il devrait y avoir une véritable enquête, une véritable affaire de justice qui va prendre le temps nécessaire en se posant plusieurs questions. L'Arba'ana Fiyaraten a été martyrisé par les feux. Ensuite, cette sentence qui a été prononcé il y a 1 an avec 54 condamnés à mort. Aujourd'hui, c'est 38 condamnés à mort. On se pose la question, le passage de 54 à 38, et on se pose la question aussi, pourquoi prendre une décision si vite, pourquoi une décision rapide, alors qu'il y a d'autres questions à se poser. Pourquoi Jamel Ben Smaïl, Allah yarhamou, sachant que je voudrais aussi rendre hommage à son père et à toute sa famille, qui ont sauvé, je dirais bien, qui ont sauvé l'Algérie d'une véritable guerre civile, d'une véritable déchirure, parce qu'il y a eu ce contexte de Hirak depuis 2019, et je peux dire que nous avons appris beaucoup de choses concernant l'unité nationale et la fraternité entre Algériennes et Algériens. Aujourd'hui, ce procès expéditif, à mon sens, à mon avis, s'il renseigne sur quelque chose, ce serait bien la volonté du pouvoir algérien de vouloir en finir avec cette affaire et de ne pas permettre à ce qu'il y ait de vrais procès, à ce qu'il y ait une véritable enquête qui se poserait plutôt la question sur l'Arba'ana Fiyaraten, le camion de police à l'intérieur du commissariat.
Pourquoi a-t-on laissé un citoyen algérien venu de Meliana aider ses frères algériens en Kabylie à éteindre les feux? L'a-t-on laissé entre les mains d'une foule en colère? Toi, moi, je pense que lorsqu'il y a des incendies, les feux qui sont considérés comme étant les éléments ou l'élément le plus fort en termes de punition, en termes de difficultés psychologiques. Aujourd'hui, les feux de forêt, nous savons que c'est l'un des éléments qui peuvent blesser, qui peuvent laisser anéantir psychologiquement, mais aussi laisser des séquelles, donc créer des traumatismes. Alors, on parle ce soir, on revient sur ce verdict, sur le procès suite à la disparition, à l'assassinat sans nom de Jamel Ben Smaïl, mais derrière ça, ce sont des dizaines et des centaines de familles qui sont meurtries, qui ont perdu leurs proches en 2021, en 2022, mais encore en 2023, je le rappelle. On va en parler de l'enseignement. Il y a beaucoup de questions à se poser ce soir, notamment ce qui m'intéressait, notamment autour de ce procès, c'est effectivement quid de la culpabilité de l'État, puisque logiquement derrière ça, on devrait entendre un ministre peut-être de l'Intérieur face à un Sénat, face à une Assemblée nationale aussi, pour répondre de ses responsabilités ce jour-là. Donc je vais suivre un peu ce que vos propos, un peu vos analyses, Abdelrahim Moussawal. C'est vrai que c'est une question qui se pose ce soir-là. Jamel Ben Smaïl a le temps vraiment de se retrouver donc dans un guet-apens à l'intérieur d'un véhicule de police. On a le temps, ces individus ont le temps de l'extirper. Il a le temps de se retrouver autour d'une foule, avec des axes, etc. avant de se faire immoler. C'est vrai qu'une question qui s'est longuement posée, qui se pose aujourd'hui, qu'on n'a pas entendu aussi dans les procès, où sont les tirs de sommation? Pourquoi est-ce que la police, les forces de l'ordre ne sont pas arrivées, les moyens n'ont pas été mis en place pour intervenir et éviter ce crime? C'est quand même une question importante qui relève donc tout de même une question de la responsabilité de l'État. Il me semble qu'en analysant la nature du système qui nous gouverne en Algérie, lorsqu'il s'agit de marteler, de tabasser, lorsqu'il s'agit de violenter des manifestants, des citoyens, des syndicalistes, des militants politiques, des activistes associatifs, il a tous les moyens nécessaires, il a toute la force nécessaire. Mais ce jour-là, ce qui s'était passé à l'Arba'a fi Rathan, ce que je suis en train de dire, c'est sans parti pris, mais on se pose des questions en tant que citoyen algérien. Je me pose des questions sur ce que mes yeux ont vu, sur ce que j'ai observé sur les lieux, c'est-à-dire un peu bien sûr de loin, mais avec toutes les vidéos qu'on a eues. Il me semble que lorsqu'il s'agit plutôt d'un local ou d'un commissariat de la sûreté de Daïra, et que on a cette facilité d'extirper un citoyen, on a cette facilité de laisser le camion de la police entre les mains de la population, on se pose la question, il y a une volonté derrière. Jamel Ben Smaïl, ça lui est tombé dessus. C'est vraiment triste ce que je suis en train de dire, mais c'est tombé sur un citoyen algérien qui aime la culture, qui aime la vie, qui aime le Hira, qui a toujours été écouté, soit à Miliana ou dans les autres villes, là où il allait en tant que Hirakiste. On se pose la question, Chaban, si tu me permets, j'ai envie de rendre un petit hommage aujourd'hui à l'un de nos camarades du Hirak, Malik Aïtaoudia, qui à chaque fois, il prend la parole sur des événements qui se passent, que ce soit sur le plan national ou international, souvent, il marque des liens très très importants, stratégiques entre les événements. Donc je pense que nous sommes amenés aujourd'hui à se poser la question, à faire des liens entre ce qui se passe. Il faut savoir que dans le contexte de l'époque, c'est-à-dire d'il y a 2 ans, il y avait un Hirak qui a commencé en 2019. Ce Hirak a marqué une solidarité nationale entre Algériennes et Algériens. Ça a construit des ponts entre toutes les Algériennes, entre le peuple, les enfants du peuple, de connaissance, des ponts de solidarité, de fraternité. Et puis, c'est ce qui a fait que des gars, je dirais pas seulement Jamel Ben Smaïl, mais d'autres citoyens algériens venus d'autres wilayas pour aider leurs frères et sœurs à Béjaïa et surtout à Tizi Ouzou à cette époque-là parce qu'il y avait d'énormes incendies. Et est-ce que cela arrangerait les mauvaises intentions, les intentions machiavéliques et maléfiques d'un système néocolonial en place? Je pense que non, ça ne l'arrange pas. Donc, il fallait
trouver un moyen pour briser, pour casser cette solidarité, pour casser ces ponts entre Algériens et aller même, parce que nous connaissons notre système politique en Algérie, aller même jusqu'à créer, si c'est possible, une guerre civile entre Algériens et Algériens. Et c'est pour ça que je dis encore une fois, merci au père de Jamal Ben Smaïl pour ses prises de position. Donc là, la nature du système en Algérie fait que, à chaque fois qu'il y a une tentative d'organisation, à chaque fois que le peuple s'organise, que le peuple s'entend, que le peuple se parle, s'écoute, bien sûr, l'organisation des citoyens et des citoyennes dérange au plus haut point les systèmes néocoloniaux et les systèmes totalitaires. Dans un instant, va venir nous rejoindre Bouhafa Ben Mama, journaliste et puis membre de Riposte International. Je vous le rappelle, Riposte International, on écoutait tout à l'heure notamment le président dans le cadre de nos émissions aux côtés de mon ami confrère Nassal Joudi, où le président appelle à l'ouverture d'une commission d'enquête internationale. Alors effectivement, vous avez raison, Abdelrahim Oussawel, c'est encore des questions aujourd'hui qui se posent. D'abord, que s'est-il passé réellement, puisque malheureusement les médias sont fermés. Ce procès n'a pas suscité de débats, de réactions, d'interventions des avocats. C'est un verdict qui a été annoncé comme ça, où l'opinion publique n'a eu aucune information, aucun suivi sur ces dernières semaines, ces derniers mois. Pourquoi est-ce que Jamal Ben Smaïl s'est retrouvé dans ce guet-apens? Effectivement, c'est aussi une question qui se pose encore ce soir. Mais en tout cas, voilà. Ce jeune, malheureusement, a perdu la vie dans des conditions dramatiques. Ce procès a eu lieu, le verdict est tombé. Et ce qui me paraissait important aujourd'hui, effectivement, c'est de voir un peu les coulisses de l'État, sa justice, sa responsabilité. Vous parliez il y a quelques instants de ce mot expéditif, ce qualificatif. Selon vous, pourquoi un procès expéditif? C'est quoi? C'est pour que il y a vraiment un vrai travail qui a été fait, ou est-ce que vraiment le pouvoir se dit à un moment donné, voilà, 2 ans après, on se dédouane, on dit clairement, voilà, le travail a été fait, le procès de Jamal Ben Smaïl, les coupables sont là, sachant qu'on ne sait toujours pas d'ailleurs qui sont les coupables de ces feux. Pourquoi expéditif? Quel est l'objectif du pouvoir aujourd'hui de faire appel à un procès expéditif? Il me semble que parmi les questions que l'on doit se poser dans ce sens, quels sont les vrais coupables? Pourquoi exactement l'Arba'ana Thiyarthin? Pourquoi Jamal Ben Smaïl? Et vous savez que dans les pays qui se respectent, lorsqu'il y a un état de droit avec une justice libre et indépendante, la justice mène une enquête. Elle prend le temps nécessaire de délivrer, de donner d'abord des éléments concernant l'affaire, des éléments, des pièces à conviction, des vidéos, en analysant bien sûr le contexte à cette époque-là, à ce moment-là, en analysant aussi les personnes qui étaient là autour de Jamal Ben Smaïl. On a vu des vidéos, des personnes qui le suivaient là où il se déplaçait. On se pose la question, est-ce qu'il le connaissait? Est-ce qu'il y avait un lien entre Jamal Ben Smaïl et ces personnes qui étaient là, sachant que des vidéos ont montré aussi, je ne suis pas en train de faire le travail de la justice, mais en tant que simple militant et simple citoyen en Algérie, je pense que j'ai quand même au même titre que les autres citoyens, j'ai le droit de me poser des questions là-dessus. Ce procès expéditif, si on analyse la donne, si on analyse le contexte du moment, des incendies, sachant qu'une année avant, il y avait la Covid, la crise Covid. La crise Covid qui a duré un peu plus d'1 an en Algérie, qui a vu les Algériennes et les Algériens s'organiser, que ce soit à l'étranger ou en Algérie, des associations de quartier, des comités de quartier qui faisaient un travail en l'absence de l'État. Aujourd'hui, je pense que ce procès expéditif, non seulement il a eu lieu pour punir toute une région symbolique qui s'appelle l'Arba'ana Thiyarthin, l'Arba'ana Thiyarthin à Ben Ramadan, il s'agit aussi de montrer, ou plutôt de cacher l'absence de l'État. Je disais, il y a quelques mois de cela, Chaban, tu m'avais invité à une émission de Magharibia, on parlait des incendies. Et je rends hommage aussi à tous ces habitants de Touja, ceux qui sont décédés pendant les incendies. Je parlais de ces citoyens algériens qui, instinctivement, de façon naturelle, de façon directe, spontanée, quand il y a des catastrophes naturelles, quand il y a des feux notamment, que font les citoyens algériens? Ils prennent les moyens rudimentaires, des pelles, des seaux d'eau, même parfois des scies
rien que pour s'assurer une survie. Parce que le citoyen algérien aujourd'hui, quand il y a des catastrophes, quand il y a des feux, il sait que les autorités ne pourront, non seulement elles ne peuvent rien faire, je parle des décideurs en haut, mais quand je parle de la protection civile, des médecins, des hôpitaux à qui je rends un grand hommage, qui font un énorme travail malgré le manque de moyens, le citoyen algérien, il sait que il ne peut compter que sur soi-même. Donc je pense que ce procès expéditif a pour Et rôle. sa solidarité, justement, par rapport à ça, je vous garde le temps que Bouralfa vienne nous rejoindre. C'est vrai que le peuple algérien a cette solution, cette belle solution, mais c'est envie de dire, à chaque fois, il doit faire appel à sa solidarité, à ses moyens de fortune pour faire face à des feux. Il y a encore un mois, pour dire, ou même il y a encore d'ailleurs, il y a quelques heures, puisque ça continue à brûler malheureusement en Algérie. Mais bon, la question c'est, voilà, est-ce que cet État, à un moment donné, est-ce qu'il est absent? Est-ce qu'il est irresponsable? Est-ce que si réellement il y avait eu des moyens mis en place depuis plusieurs années, est-ce que toutes ces personnes qui ont perdu la vie, il y a Jamal Ben Smaïl bien évidemment, mais il y a ces 250 morts voilà, annoncés en 2021. Cette année, selon les chiffres officiels, on a une quarantaine de morts et c'est vrai que ça a brûlé un peu partout et dans d'autres pays comme l'Italie, la Grèce, il y a eu 5 disparus, je crois, en Italie, 2 en Grèce. Ce sont des fonctionnaires qui malheureusement perdent la vie dans le cadre de leurs fonctions. Mais cet État, à un moment donné, est-ce que le fait c'est quoi? C'est qu'il soit absent, qu'il prenne pas ses responsabilités, qu'il travaille pas en amont, que les Algériens se retrouvent toujours face à des situations à perdre la vie en plein feu et puis à vivre de tels massacres comme a pu le vivre malheureusement Jamel Ben Smaïl. Le procès expéditif auquel nous avons assisté depuis un an me ramènera à parler de la nature de l'État, soit de son absence ou de sa présence. Ce procès expéditif, pour moi, il y a deux éléments essentiels. C'est que le premier élément, c'est cacher non seulement l'incompétence, l'incapacité, mais aussi l'absence de l'État quand il s'agit de catastrophes naturelles telles que les incendies. Et de l'autre côté, c'était aussi pour marquer dans la psychologie, dans l'esprit des Algériens, une séquelle à vie, une séquelle éternelle en disant que nous sommes là, l'appareil judiciaire est entre les mains d'un système, celui qui bouge aura, c'est-à-dire il ne récoltera que la conséquence de ces mouvements, et je lis ça tout simplement intimement à ce hirak du peuple algérien. Le deuxième point, quand on parle de l'absence de l'État, oui, quand il s'agit de rendre service au peuple, quand il s'agit de financer toutes ces institutions qui devraient être des institutions dans un État social, lorsqu'il s'agit d'appuyer, d'aider les institutions de l'État pour construire un véritable État de droit, l'État algérien, il marque une absence totale. Mais lorsqu'il s'agit de renforcer son système militaire, lorsqu'il s'agit de renforcer sa puissance, entre guillemets, pour marteler, pour tabasser les citoyens et les citoyennes, bien sûr, il est largement présent sur tous les terrains. Merci, restez avec nous. On va écouter ici le témoignage poignant de ces mamans qui ont appris le malheureux verdict qui tombe notamment sur leurs enfants et on se retrouve tout de suite après.
Voilà des témoignages émouvants de ces mamans, ces parents qui réagissent sur le verdict. Alors bien évidemment, nous n'avons pas les éléments. Hein. Nous sommes pas ce soir en train de revenir sur les personnes condamnées, leur parcours, car nous n'avons pas ces éléments-là, mais on essaye de comprendre un peu comment s'est déroulé ce procès effectivement expéditif. Aucun élément, aucun média n'en a parlé. Et puis la responsabilité aussi de l'État. On peut comprendre qu'à un moment donné, voilà, les responsables des fonctionnaires de police devraient être aussi entendus, avoir quelques éléments sur quoi on se base aussi pour condamner toutes ces personnes. Alors, est-ce que Boukhalifa Ben Mammar est avec nous? Boukhalifa Ben Mammar, bonsoir. Alors, j'espère j'ai pas de retour son, je sais pas si on vous entend. On va essayer de vous rappeler. Abderrahim Moussaouer, on vient d'entendre bien sûr ces mamans qui sont dans la compréhension. Hein, beaucoup ont réagi. C'est particulier aussi ce verdict parce que beaucoup sur les réseaux sociaux ont réagi avec de la colère, de la tristesse, de l'incompréhension. Certains, encore une fois, se demandent aussi pourquoi est-ce qu'à un moment donné l'État ne prend pas ses responsabilités. Vous pourrez réagir là-dessus. Et puis il y a une question aussi qui se pose, c'est que il y a 2 ans, le pouvoir algérien parlait de cette main étrangère rapidement d'ailleurs. Hein, le Maroc, le MAC, la Tchad. Alors on rappelle que l'Algérie se dit tout de même une puissance en termes de sécurité assez importante, mais à l'époque, il s'avère qu'elle s'est laissée infiltrer pour voir autant des dizaines de feux partir comme ça en même temps. Et puis tout ça s'est passé à l'as, puisque 2 ans après, les Algériens vivent le même calvaire, les mêmes feux. Donc c'est quoi? C'est qu'on essaie de trouver des solutions, on ressort un peu les mêmes arguments, la main étrangère à l'époque. Parfois on parle effectivement de traître. Ça c'est aussi un mot qui revient souvent au sein du pouvoir algérien. En tant que citoyen, d'ailleurs, en regardant un peu les témoignages et les propos de ces mamans de détenus, parmi eux il y a des condamnés à mort, ça se voit qu'il y a de l'émotion, mais il y a aussi un certain raisonnement. Elles s'accordent sur un point en disant que leurs fils n'ont rien fait. Par contre, si ils sont vraiment coupables, elles sont d'accord qu'ils soient punis par la loi. Mais lorsqu'on est dans un pays où le citoyen conteste, où le citoyen peut être blessé, il peut être anéanti par des décisions de la justice, on se pose la question sur la façon dont la justice a pris la question. Je disais, en tant que citoyen, c'est-à-dire le citoyen que je suis, j'ai la responsabilité aujourd'hui de ne pas m'ingérer sur les affaires de la justice, des enquêteurs, etc. Mais ce qu'il se passe en ce moment même, à Derguina, à Teskeriout, Sokoltnen, etc., je me pose la question, est-ce qu'il s'agit réellement d'éléments du MAC et de Rached qui ont incendié cette région de Sahel? C'est des incendies. Les scientifiques disent que chaque année, le bassin méditerranéen est un espace géographique candidat à des feux de forêt. Donc il faut qu'il y ait une certaine logique. Là, je parle du citoyen, du point de vue du citoyen que je suis. Mais lorsqu'on est président de la République et qu'on est chef du gouvernement, plutôt le Premier ministre, et qu'on annonce publiquement que les incendies étaient des incendies d'origine criminelle, ces propos ne devraient pas passer inaperçus. Normalement, il devrait y avoir de vraies enquêtes pour déterminer quelles sont les origines de ces feux, qui a conduit aux incendies de l'Est d'Algérie et surtout en Kabylie en 2021 et récemment à Touja, la région de Béjaïa plus la région Sahel aujourd'hui. On se pose la question, on doit mener des enquêtes, c'est-à-dire à tête reposée, en mettant tous les sentiments sur la table et en allant de façon dépassionnée. Très rapidement, Boukhalifa Ben Mammar vient de nous rejoindre, mais effectivement, vous parlez de ces enquêtes. Alors, je ne sais pas si c'est souhaité, c'est souhaitable et c'est énormément souhaité, revendiqué aujourd'hui, mais si les Algériens, les Algériennes peuvent croire aujourd'hui à
à des enquêtes en Algérie. On parlait hier soir de cette corruption économique, politique, administrative. Est-ce qu'aujourd'hui on peut parler d'une réelle justice? Effectivement, vous évoquez cette situation d'enquête. Est-ce qu'on peut parler d'une réelle justice? Parce que à la fois il n'y a pas spécialement d'enseignement. Est-ce que vraiment le pouvoir, comme l'a dit le président algérien Abdelmadjid Tebboune, dans une interview enregistrée en plein milieu de l'été, que tous les enseignements de 2021 avaient été pris, alors que cette année, on déplore une quarantaine de morts selon les chiffres officiels? Je ne peux répondre sur l'existence d'une réelle justice, positivement, que lorsqu'il y a un véritable état de droit, où les institutions sont légitimes, où les trois pouvoirs exécutifs, législatifs et judiciaires sont séparés. Je ne peux répondre positivement que lorsque la justice est librement indépendante. Lorsqu'on a un président de la République qui se substitue à la justice en disant, bien sûr avec des propos tenus comme si on était dans une cafétéria dans les rues en Algérie, en disant ou plutôt un président lors d'une interview traite Al-Dararni de Khabarji, traite Ihsan Al-Qadhi de collaborateurs avec l'étranger, traite tout ce qui bouge d'ennemis de l'Algérie, je pense que là on se pose la question sur la place de la justice. La justice n'est qu'un appareil entre les mains d'un système néocolonial qui donne un semblant de travail sérieux que lorsqu'il s'agit de marteler la société et les militants politiques ainsi que les journalistes à qui je rends un hommage aujourd'hui. Merci. Restez avec nous. Boukhalifa Ben Mama vient de nous rejoindre. Merci à l'équipe technique de faire des miracles à chaque fois. Bonsoir, Boukhalifa Ben Mama. Oui, bonsoir Chaban. Encore une fois, mille excuses auprès de vos téléspectateurs pour le retard un peu. Je voudrais juste quand même qu'il faille rappeler pourquoi la société humaine à un moment donné a convergé vers la notion du procès. La notion du procès a d'abord comme un double objectif. Il y a une vertu pédagogique d'une part et d'autre part aider à la manifestation de la vérité. En l'occurrence, le procès, je ne dirais pas expéditif encore une fois, mais je dirais la parodie de procès. Parce que quand on dit un procès expéditif, on a même des procès expéditifs dans des démocraties qui se respectent. Là, on est dans une parodie. C'est ça peut être expéditif, mais bien mené avec de réelles enquêtes. Oui, tout à fait. Mais là, on est en présence d'une parodie de justice et de procès, d'une part, et d'autre part, où en sommes-nous? Donc, la vérité ne s'est manifestée ni sur le fond du dossier, ni sur les questions qui ont été posées au préalable. C'est-à-dire, fallait-il tout simplement déterminer le ou les responsables du lynchage sauvage de feu Jamal Ben Smaïl ou tout simplement mettre en perspective le contexte dans lequel cette tragédie s'est produite, à savoir des incendies sur lesquels aujourd'hui nous restons en tant que citoyens sur notre faim. Nous avons pas loin de 300 victimes et qui ont perdu la vie et un bon nombre qui aujourd'hui souffrent de ces blessures, à la fois d'ordre psychologique et à la fois d'ordre physique. Donc aujourd'hui, un État dans lequel nous assistons à ce type de parodie de justice ne peut pas se prévaloir d'être un État quelconque, quel que soit l'adjectif qu'on cherche à lui coller, d'une part. Et l'absence même de l'État se confirme de jour en jour, pas d'été en été, mais ça fait des années qu'elle se confirme. L'absence au sens de l'État, beaucoup de politologues ont emprunté à la mythologie grecque, le dieu Janus a deux faces. Un système politique doit être celui qui à la fois est capable d'exercer la capacité d'intégration des citoyens qu'il est censé servir, entre parenthèses,
et aussi être dépositaire de la dimension coercitive. C'est-à-dire que c'est lui, il n'y a que lui qui est dépositaire d'une certaine violence légitimée par les institutions, par les textes. Or, à quoi on assiste en Algérie depuis un certain nombre d'années, je dirais même depuis le début de l'indépendance, c'est qu'il y a une surutilisation de la phase coercitive, mais pas du tout de la phase d'intégration. Nous avons aujourd'hui, depuis au moins les années 90, un phénomène peut-être qui est d'ordre, un phénomène qui est mondial, qui touche un peu toutes les sociétés, mais il ne faut pas qu'on oublie le nombre d'Algériens qui ont quitté ce pays pour tout simplement un monde meilleur, d'une part, et d'autre part, beaucoup le disent et l'affirment, que vivre dans un pays où il n'y a pas assez de moyens, c'est quelque chose qui est gérable, mais quand vous ne respirez pas l'air de la liberté, c'est invivable. Vous ne pouvez ni créer, ni imaginer, ni sur le plan artistique, ni sur le plan scientifique, ni avoir une liberté de temps, d'écrire, de s'exprimer. Voilà, donc dès que vous vous exprimez sur une question qui touche la société, ou qui touche le vivre en commun, vous risquez de vous retrouver en prison, tout simplement, de la manière la plus abjecte. On vous kidnappe, on vous prend devant vos enfants, on vous prend au beau milieu de la rue devant tout le monde. Voilà. Et je pense que le procès-là, lui, est en train d'induire une autre double tragédie, en dehors de l'opprobre qui est jeté comme ça sur une région qui n'a ni à prouver ni à démontrer son attachement à l'Algérie au travers des sacrifices des enfants qu'elle a donnés pour le pays depuis je ne dirais même pas la guerre de libération, mais bien avant. C'est une région qui a fourni des poètes, qui a fourni des militants, des syndicalistes. Donc aujourd'hui, jeter l'opprobre comme ça sur une région comme celle-là, je dirais que de toute façon, ça obéit à un schéma beaucoup plus large. D'une part, c'est réduire encore les dernières poches de résistance, celles qui s'inscrivent dans les forces de la jeunesse s'inscrivent dans le changement. Donc il faut en faire un exemple. Mmh. Mais ce pouvoir, il y a des annonces qui sont faites tout de même. Je le disais tout à l'heure, dernièrement, le président algérien qui parle d'enseignement, que tous les enseignements, ont été conscientisés, ont été acquis depuis 2021, et on se rend compte que l'été dernier, c'est la même chose. Comment vous le voyez tout de même ce pouvoir? Alors il y a cette justice qui pose question effectivement, où malheureusement en Algérie les Algériens n'ont pas l'occasion de voir un ministre de l'Intérieur répondre devant ses responsabilités, puisque c'est un président de la République. Sur ce qui s'est passé en 2021, à un moment donné, il y a des questions qui se posent sur la gestion de ce pays, la sécurité des citoyens et des citoyennes. Quand on est responsable, on a des responsabilités comme celle-là, on doit protéger le citoyen. Et aujourd'hui, on a effectivement, on a en Algérie des personnalités, des personnes, des hauts responsables qui jamais se retrouvent face à leur responsabilité, un pouvoir aussi qui n'assume pas, qui fait jamais son mea culpa. Alors ça pourrait arriver, ce qui est tout à fait humain aussi. Alors là, vous pointez du doigt un double problème. Cher Chaman, c'est un double problème à la fois qui est de l'ordre de l'éthique personnelle, et à la fois aussi c'est une forme de culture et le rapport que l'on a au pouvoir. Dans des sociétés qui se respectent, un responsable, dès qu'il se sent une once de responsabilité dans une tragédie humaine, il présente ses excuses, et à minima, il demande à être relevé de ses fonctions. Voilà, ça d'une part, et d'autre part, comme disait Etmangla, et puis le sens des responsabilités quand on est aux affaires, quand on préside, là c'est une échelle de valeur qui est complètement inversée chez nous, puisque on squatte les postes à responsabilité et le pouvoir en général, c'est pour ses propres intérêts, et cela c'est quelque chose qui se démontre au quotidien. D'autre part, comment voulez-vous que quelqu'un qui a usurpé
d'une manière ou d'une autre, et je pèse très bien mes mots, et à tous les échelons, quand quelqu'un a usurpé une partie du pouvoir, comment voulez-vous qu'il se remette en cause ou qu'il remette son mandat en jeu ou qu'il puisse se présenter au jugement des citoyens au travers une élection réelle, hein, des élections si on a transparentes? baguette magique, si on avait cette baguette magique pour refaire un peu un retour en arrière, dans le fond, si vraiment l'État avait mis les moyens depuis des décennies, des centres anti-incendie, voilà, des casernes de pompiers, des responsabilités policières au sein des villages, au sein des villes, etc., qui a un accompagnement, pardon, un encadrement, ce drame-là ce soir, puisqu'on revient sur ce procès, ne serait jamais arrivé. C'est aussi cet État qui laisse quelque part un peu aussi son peuple à l'abandon, sans gestion. Oui, il a fait des arbitrages. Les arbitrages, il les a fait dans le sens de ses intérêts. Il a préféré plutôt acquérir de la technologie pour surveiller toutes les communications et surveiller les réseaux sociaux, toute la technologie nécessaire qu'il a acquise, d'ailleurs sur laquelle il faudra revenir, plutôt que d'établir des plans anti-incendie sur du long terme, faire l'acquisition de vrais avions, former les éléments de la protection civile à tout cela, quadriller. Mais cela sous-entend qu'il y a un engagement sincère et réel pour servir le pays, alors qu'on est dans un autre paradigme. Aujourd'hui, celles et ceux qui sont aux commandes en Algérie n'ont pas le paradigme de servir le pays. Ils se servent. D'abord, ils se servent ensuite, et en troisième position, ils se servent encore. Donc, comment voulez-vous qu'ils puissent investir quoi que ce soit dans un pays qu'ils ne considèrent qu'ils ne considèrent pas comme leur pays d'ailleurs. Ils sont là le temps de traire la vache en assurant leurs arrières dans les paradis fiscaux, dans les pays européens qui leur fournissent des possibilités de blanchir l'argent mal acquis. Non, il n'y a pas du tout ça aujourd'hui. Hein. Merci Boukhara Ben Mammar. Plaisir de vous retrouver. En tout cas, merci d'avoir réussi à nous joindre. Les 20 dernières secondes, tout de même, je termine avec vous, Abdelrahim Moussawel. Vous êtes là depuis le début. Les 20 dernières secondes, peut-être toujours le mot d'espoir. En tout cas, c'est possible, le changement. Bien sûr, au milieu des ténèbres, il y a toujours une bougie qui doit être allumée. Et le peuple algérien, puisqu'on parle de l'actualité en Algérie, mais aussi de ces atrocités que l'Algérie a vécues, que ce soit dans un passé lointain ou même ce que vivent nos concitoyens aujourd'hui, je pense qu'il y a toujours un sursaut du peuple, ne serait-ce que espoir, pour le moment, parce qu'il est très important de voir à peu près ce qu'il se passe, notamment sur la question politique nationale, mais surtout internationale. Donc je pense que le peuple algérien a bien porté cette flamme d'espoir à travers le Hirak, et on est toujours dans cette perspective, et nous allons continuer à nous battre pour la vérité, la justice, et pour un véritable état de droit humain et humaniste. Merci infiniment. Voilà, un état de droit, des questions qui se posent en Algérie. Il fallait revenir sur ce procès, notamment ce procès, comment il s'est déroulé, le verdict, mais aussi les enseignements depuis toutes ces années des autorités du pouvoir algérien. Qu'en est-il aussi de cette main étrangère qu'on nous évoque souvent? Voilà, merci à tous. Avant de terminer, bien évidemment, une pensée à la famille, à Sharif Rahmani, quelqu'un qui a écrit, qui a chanté l'exil, la révolution, la liberté, qui a participé aussi au Hirak, qui était même à Bruxelles pour revendiquer de meilleurs droits pour son pays, l'Algérie, qu'il aimait tant. Il a chanté longtemps, et ses berceuses, ses chansons et ses musiques resteront longtemps gravées dans les mémoires des futures générations. Voilà, une pensée à Sharif Rahmani qui nous a quittés donc à l'âge de 67 ans le week-end dernier. Bonne soirée à tous. Normalement, c'est Jamel Taleb que vous allez retrouver pour elle. Bonne soirée à tous et à demain soir.